Bienvenue au Forum Monde Nouveau 2021 au Quorum à Montpellier, le Forum de la transition écologique et sociétale qui rassemble 150 intervenants pour discuter, échanger, trouver des solutions face à l'urgence climatique. Nous recevons sur ce plateau Jean-François Blanchet. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes directeur général du groupe BRL depuis 10 ans cette année. C'est important d'être ici aujourd'hui et surtout de pouvoir se confronter à d'autres intervenants. Écoutez, effectivement, c'est important parce que c'est une très belle agora ici à Montpellier qui réunit un public très divers. Et on sait que les enjeux de la transition écologique, d'une manière un petit peu plus large, de l'atténuation et de l'adaptation au changement climatique, nécessitent des solutions complexes à une problématique complexe. Seul, on n'arrivera pas à les trouver, on n'arrivera surtout pas à les mettre en œuvre. Donc effectivement, se confronter, mais aussi par les partenariats, par les parties de solutions, grands chaînons qui peuvent s'assembler. Donc oui, ça fait sens. Et nous étions là il y a 2 ans, puisque l'année Covid, hélas, nous a privés d'une présence l'année précédente. Mais c'est un très bel événement et c'est un très beau lieu de rencontre. Alors on va parler concret. D'abord, je présente votre groupe. Le groupe BRL assure des missions de service public qui portent sur la gestion et la maîtrise d'ouvrage des travaux, la modernisation et l'extension du réseau hydraulique. Vous êtes aussi aménageur, paysager, pépiniériste, chose qu'on ne sait pas, que le grand public ne sait pas vraiment. Il y a eu beaucoup d'inondations récemment. Il y a eu beaucoup de sécheresse aussi. Donc la ressource en eau va se fragiliser de plus en plus. Comment vous comptez faire face à ce problème ? Mais écoutez, déjà, vous évoquez effectivement ces cycles climatiques avec des événements extrêmes qui ont tendance à venir plus souvent, à être plus intenses, quelquefois durer plus longtemps. On a, si je puis dire, déjà l'image du changement climatique au travers des actions qui ont été faites ou mal faites il y a 10 ans, 20 ans. Donc notre première responsabilité par rapport à ce que vous évoquez, c'est d'ores et déjà et maintenant mieux agir, c'est-à-dire faire en sorte que la température sur Terre s'élève le moins possible, donc être dans l'atténuation. Pourquoi ? Parce que cet élément-là va participer à ce que dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, la température soit la moins élevée possible sur notre planète et donc plus facile. Comment ? En consommant moins d'énergie, en ayant davantage de sobriété, en ayant une croissance plus responsable. Donc ça, c'est l'action d'aujourd'hui, mais qui ne se verra que dans 10 ans, 20 ans, 30 ans. Dans votre question, il y a aussi qu'est-ce qu'on fait pour aujourd'hui ? Et non pas ce qui sera efficace à l'horizon que je viens d'indiquer, même s'il est indispensable d'y penser aujourd'hui dans toutes nos solutions. Dès aujourd'hui, nous pouvons déjà, par rapport aux ressources, consommer de manière plus responsable, donc faire en sorte, par exemple, que l'agriculture irriguée consomme la juste quantité d'eau nécessaire. Ça paraît théorique, mais en fait, c'est extrêmement pratique. Il faut conduire des expérimentations. Nous en conduisons avec la profession agricole pour pouvoir suivre de manière concrète comment une culture donnée va consommer de l'eau, quelle quantité, à quel moment, avec quelle optimisation. Oui, alors là, vous avez aussi parlé de l'importance de la sensibilisation des consommateurs. Moi, je voudrais vous parler vraiment du groupe BRL. Tout à fait. Alors, au niveau du groupe BRL, on travaille sur des solutions d'aménagement, d'investissement pour pouvoir proposer des extensions de nos infrastructures hydrauliques et équiper à l'irrigation des superficies agricoles qui ne sont pas aujourd'hui desservies en eau. Alors pourquoi faut-il les desservir ? C'est pas que ces cultures auraient besoin d'eau en soi, c'est qu'avec l'élévation de la température, avec des sécheresses qui sont plus intenses, plus longues, il faut apporter de l'eau, par exemple, à la viticulture pour que la vigne continue à se faire sous nos latitudes. Donc pour cela, nous avons la responsabilité de créer des aménagements tout en conseillant en même temps la profession pour qu'elle ait un usage raisonné, responsable de la ressource. C'est pour ça qu'il y a cette dualité-là entre investir, aménager, mais aussi, parallèlement, avoir un usage responsable. Alors, irriguer l'agriculture intensive ? Comment on peut faire ? Comment on peut maîtriser la croissance endiguer la sécheresse donc, de ces agricultures intensives Alors, l'irrigation n'est pas que pour les cultures intensives. Si vous avez des plantes au niveau de votre balcon et qu'il fait sec, vous allez bien amener de l'eau. Vous allez arroser. C'est vrai pour les jardins, c'est vrai pour les cultures agricoles. Donc le débat n'est pas l'irrigation, mais comment est-elle pratiquée ? C'est le premier point. Deuxièmement, quelle est la ressource prélevée ? Et l'objectif est de pouvoir prélever sur des ressources les plus renouvelables possibles, de sorte
à ce que le prélèvement n'impacte pas l'écosystème. Donc avoir une relation très responsable vis-à-vis du milieu naturel, parce que nous avons besoin de milieux aquatiques qui fonctionnent bien, et pour que les milieux aquatiques fonctionnent bien, ils ont besoin de conserver une certaine quantité d'eau. Donc c'est tout l'enjeu justement auquel nous sommes tous confrontés, c'est arriver à avoir quelque part l'eau de nos ambitions, garder suffisamment d'eau dans le milieu naturel, pouvoir avoir une ponction dans ce milieu qui n'altère pas la qualité des milieux naturels. L'énoncé est simple, la mise en œuvre est beaucoup plus complexe. Ça suppose tout d'abord de respecter des autorisations qui sont accordées par les services de l'État. Ça suppose aussi avoir de la métrologie, mesurer ce que l'on prélève. Ça suppose aussi acquérir des connaissances pour vérifier comment les milieux naturels, avec le prélèvement, vont répondre, comment on préserve cette qualité, comment on préserve la biodiversité aussi. Donc l'objectif, quelque part, est d'avoir un geste d'aménagement responsable, écosystémique, qui fasse en sorte qu'on ne puisse pas dire dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, ce qui a été fait auparavant a été mal fait et a généré un impact trop important. Je crois que la grande leçon d'aujourd'hui, c'est un petit peu ça aussi, puisque vous voyez, on en est à parler de ces sécheresses extrêmes, de ces événements extrêmes, les inondations, comme vous l'avez rappelé. Tout cela est déjà l'empreinte de ce que nous avons sans doute au niveau de notre génération et celle qui nous a précédés, mal fait il y a 20 ans, 30 ans. Donc pensons dès aujourd'hui à ce que les générations futures ne nous jugent pas de la même manière. Anticiper. Anticiper, exactement, anticiper. Et souvent, j'ai essayé de conceptualiser un petit peu ce principe dans nos aménagements et je les résume en une sorte de cotation triple A. Le premier A, c'est l'anticipation, effectivement. Les aménagements d'Aqua-Domitia que nous réalisons aujourd'hui pour le compte de la région Occitanie ont été pensés 10 ans auparavant, c'est-à-dire en 2010. Alors le projet Aqua-Domitia, donc c'est pour on l'appelle Aqua-Domitia donc parce que c'est un réseau hydraulique parallèle à la voie Domitia, en gros. Parce que c'est aussi les chemins de l'eau, parce que c'est aussi rappeler peut-être que l'histoire de l'eau est quelque part consubstantielle à l'être humain. De la même façon, au moment de la romanité, se posait la question de mobiliser des ressources, de la transférer. Dans le département où le siège de BRL est fondé, nous avons le pont du Gard et ce travail de Romain, si l'on peut dire, de mobiliser de la ressource, de la véhiculer, de la transporter, c'est ce que nous faisons à notre manière également, avec d'autres perspectives et d'autres outils, bien sûr. Alors justement, ce projet Aqua-Domitia, qui va permettre d'irriguer plusieurs départements d'Occitanie, comment, vous parliez de comment irriguer, donc c'est en pompant l'eau du Rhône. Est-ce qu'il n'y a pas justement un risque? Comment on peut faire pour homogénéiser l'eau, que l'eau du Rhône baisse, qu'elle entraîne des problèmes d'approvisionnement locaux? Alors l'eau du Rhône, déjà, peut-être pour donner des ordres de grandeur, c'est environ chaque année 54 milliards de mètres cubes d'eau qui viennent à la mer Méditerranée. On s'accorde à penser, au travers d'études prospectives qui ont été faites il y a quelques années, auxquelles le groupe BRL a participé avec sa filiale BRL Ingénierie, c'est l'étude Explore 2070, qu'un certain nombre de cours d'eau nationaux devraient voir leur débit d'été baisser de l'ordre de 40 à 50%. Si l'on prend le cas du Rhône, à supposer qu'il baisse effectivement de 40 à 50%, ça veut dire que sur une année, il y aura encore entre 20 à 25 milliards de mètres cubes d'eau qui seront amenés à la mer, lorsque le prélèvement que nous effectuons se limite autour de 150 millions de mètres cubes. En clair, nous prélevons aujourd'hui moins de 0,5% de l'eau du Rhône. Demain, même dans un contexte de tension sur la ressource, nous n'en prélèverions que de l'ordre d'1%. Donc le débat aujourd'hui par rapport à la ressource Rhône ne se situe pas là. Le débat, c'est comment, avec cette ressource alternative que nous mobilisons et que nous amenons sur les territoires entre Montpellier et Béziers, nous pouvons, avec cette ressource renouvelable, comme je vous l'ai indiqué, substituer les prélèvements dans des aquifères locaux qui, eux, dans des aquifères, des nappes, voilà, des nappes d'eau au niveau local, qui, elles, sont en revanche plus exposées, pour lesquelles la pression de prélèvement peut altérer leur qualité. Et puis aussi, il ne faut pas oublier que les nappes qui se situent à proximité de la mer seront influencées sur le plan qualitatif par l'élévation du niveau maritime qui risque de faire rentrer ce que l'on appelle le biseau salé et par là même pourrait compromettre le biseau salé, c'est-à-dire que le niveau de la mer augmentant, il y a une sorte de coin d'eau salée qui peut venir de manière souterraines au niveau du sol hydrogéologique, influencer en fait des nappes et par là même les rendre plus salées. Ce faisant, elles n'auraient plus de capacité à répondre à des besoins en eau potable. Donc tout l'enjeu, c'est
éviter que ces milieux fragiles ne se détériorent, user plutôt d'une eau superficielle, renouvelable, comme l'eau du Rhône, et ainsi avoir une sorte de mix de l'eau, comme on a un mix énergétique, pour pouvoir avoir l'eau des ambitions, l'eau de nos projets, l'eau de nos territoires. Dans le projet Aquadomicia dont vous parliez, donc, on parlait d'un équilibre entre prélèvement et possibilité d'irrigation. L'eau n'a pas de frontières, les fleuves n'ont pas de frontières. Comment on peut permettre d'homogénéiser d'un pays à l'autre? Alors c'est une grande question, effectivement. Alors sur nos territoires, les relations de transfert d'eau sont relativement réduites, même si les bassins versants, par nature, amènent l'eau vers un pays ou vers un autre. C'est le cas, je dirais, au niveau des Pyrénées, c'est le cas également au niveau des Alpes, par les dynamiques de bassins versants. Le fleuve Rhône a sa source en Suisse et vient ensuite rejoindre la France. Lorsqu'il y a des relations comme ça qui sont transfrontalières, l'enjeu, c'est tout simplement d'avoir des accords multilatéraux qui rassemblent les États, qui se mettent d'accord sur les conditions dans lesquelles l'eau du bassin versant va être utilisée. Jamais de polémique? Donc on prélève l'eau d'un pays pour que notre pays ait plus de ressources? J'aurais tendance à dire qu'il n'y a pas de polémique dès lors que l'eau est suffisante. La polémique commence à naître lorsque les pays en amont ou les pays en aval peuvent souffrir d'un manque d'eau. Ce qui va arriver de plus en plus. Ce qui arrive déjà dans un certain nombre de pays, ça arrive en Afrique de manière assez régulière. Si on prend le bassin du Nil, nous participons là, justement avec l'initiative du bassin du Nil à mettre en place des outils de dialogue, des outils de concertation pour que les États riverains du Nil puissent définir des chartes d'usage de l'eau et ainsi avoir une vision partagée, en tout cas pacifiée, de la relation à une ressource qui est vitale pour l'être humain, qui est l'eau. Alors c'est d'autant plus essentiel qu'à défaut de cette vision pacifiée, on sait que les relations d'un État vers l'autre pour gérer sa quantité d'eau nécessaire peuvent très rapidement devenir belligérantes et conduire à des conflits qui seraient dramatiques. On parle d'ailleurs dans ces cas-là de guerre de l'eau. Oui. Tout l'enjeu, c'est de ne pas en arriver là. Et tout l'enjeu, c'est justement de regarder avant qu'il ne soit trop tard, avant qu'il y ait des confiscations de la ressource en eau. Par exemple, qu'il y ait des grands barrages qui soient constitués en amont des bassins versants et qui pourraient priver l'aval des bassins versants de la ressource, de pouvoir dialoguer et se mettre d'accord. Vous avez par exemple un grand projet aujourd'hui qui est en phase finale de réalisation sur le Nil, qui est la réalisation du barrage de la Renaissance par l'État éthiopien et qui va à l'amont du barrage d'Assouan stocker les eaux. Au total, on parle de plus de 70 milliards de mètres cubes stockés. Imaginez toute la quantité d'eau qui tombe, qui vient de la Méditerranée, de la part du fleuve Rhône, stockée en un seul barrage. C'est ce qui est en train de se réaliser sur le Nil avec justement l'Éthiopie. Et là, nous participons au niveau du groupe BRL à des études d'impact environnemental, social sur ce grand barrage pour faire en sorte que les pays co-intéressés, l'Éthiopie qui le réalise, mais en aval, le Soudan, le Sud-Soudan et l'Égypte puissent se mettre d'accord avec l'Éthiopie sur l'impact de cette infrastructure. Donc vous voyez que cette histoire de l'eau amène en fait à une nécessité de dialogue et il faut se mettre d'accord avant que l'eau ne soit trop rare. À défaut, les capacités à s'entendre seront plus contraintes et donc plus problématiques. Merci beaucoup Jean-François Blanchet, directeur général du groupe BRL, d'avoir répondu à nos questions. Je vous souhaite un bon forum Monde Nouveau. Écoutez, merci beaucoup et félicitations au Monde Nouveau, je dirais, et au groupe Midi Libre La Dépêche, parce qu'après cette période Covid qui était très difficile, pouvoir se réunir, pouvoir se regarder, pouvoir réfléchir ensemble à l'avenir qui est devant nous, c'est essentiel. Et je crois qu'on ne se parle jamais assez lorsqu'on parle d'avenir de la planète. Merci à vous.